1970. Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires, 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Rendez-vous en description pour écouter ce livre en entier, gratuitement. Le cire d'un phonographe, Mina Harker, qui rédige le sien en sténo et qui sera plus tard la secrétaire des preux chasseurs de vampires. Stoker, à l'évidence, était fasciné par les inventions et les découvertes scientifiques. Le propos sous-jacent à son ouvrage est limpide. Un héritier des puissances maléfiques, si puissant soit-il, ne peut rien contre un groupe de Britanniques éclairés armés de la technologie moderne. Dracula est chassé de Carfax, sa propriété anglaise, repoussé jusqu'en Transylvanie, et se retrouve finalement le cœur transpercé d'un pieu au coucher du soleil. La victoire des chasseurs de vampires se paie certes au prix fort, et c'est là le génie de Stoker, mais l'issue heureuse ne fait aucun doute. Quand, en 1972, je me suis attablé pour écrire ma version de cette histoire, une version s'inspirant davantage des élucubrations illustrées juives américaines de William Gaines et d'Al Feldstein que des contes folkloriques roumains, un monde différent s'est ouvert devant moi. Un monde où la merveille technologique, tant chérie par Stoker, avait fait long feu, et où la science n'était plus porteuse d'espoir, mais d'inquiétude. Mon propre monde commençait à suffoquer sous ses rejets, épuisait ses réserves d'énergie et devait faire face non seulement au péril nucléaire, mais également à la prolifération des armes atomiques. Dieu merci, la menace terroriste n'était pas encore d'actualité. À mes yeux, la société se situait au point le plus bas de l'arc-en-ciel technologique, et mon livre voulait rendre compte de cette décadence. Dans ce nouveau monde qui se profilait, le vampire finirait par manger les preux chasseurs de vampires au petit déjeuner, autrement dit, aux 12 coups de minuit. J'avais rédigé environ 300 pages de ce livre, que j'avais intitulé « Second Coming », lorsque Carrie a été publié, et mon idée première sur la direction du roman avait déjà volé en éclats. Il s'écoulerait des années avant que je n'apprenne l'existence du célèbre axiome d'Alfred Bester, à savoir « le patron, c'est le livre ». Mais j'avais découvert cette vérité universelle par moi-même en écrivant cette histoire qui s'intitulerait finalement Salem's Lot en version originale. Certes, l'écrivain peut imposer sa volonté, mais c'est la dernière chose à faire. Asservir une fiction au contrôle de l'auteur, c'est de la construction narrative. Mais si vous attachez votre ceinture et que vous laissez l'intrigue prendre les rênes, alors, et seulement alors, vous racontez une histoire. Et raconter des histoires est un processus aussi naturel que de respirer. La construction narrative n'est, par analogie, ni plus ni moins qu'un poumon artificiel. Compte tenu de ma petite connaissance des bourgades de Nouvelle-Angleterre, j'ai grandi dans l'une de ces mornes petites enclaves, il ne faisait aucun doute que mon comte Dracula sortirait victorieux de son combat contre les défenseurs souffreteux du monde rationnel. Mais je n'avais pas prévu que mes personnages n'auraient aucune envie de rester faibles et chétifs. Au contraire, ils se sont mis à avoir leur vie propre, à accomplir des actions, parfois intelligentes, parfois, certes, d'un héroïsme totalement stupide, mais de leur propre chef. La majorité des personnages de Stoker sont encore vivants à la fin de Dracula, ce qui n'est pas le cas dans Salem's Lot. Et pourtant, contre la volonté de son jeune auteur, le livre reste curieusement optimiste. Et j'en suis ravi. Je vois toujours les bosses et les défauts de carrosserie du fait de l'inexpérience de votre serviteur en son art, mais je trouve encore de nombreux passages poignants. Quelques-uns même animés d'une sorte de grâce miraculeuse. Doubleday avait publié mon premier roman et avait une option sur mon second. J'avais terminé celui-ci, ainsi qu'un troisième que je considérais comme un livre sérieux appelé Roadwork, chantier en français. J'avais soumis les 2 textes à mon éditeur, Bill Thompson. Il les avait appréciés tous deux.
Nous avions déjeuné ensemble, mais il ne m'a rien dit de tout le repas quant à son choix pour la publication. Sur le chemin du retour vers la maison d'édition, n'y tenant plus, alors que nous étions arrêtés à un carrefour entre Park Avenue et la 54e rue, j'ai mis les pieds dans le plat. Il m'a répondu « Roadwork aura sûrement l'estime de la critique, mais Second Coming, c'est Peyton Place avec des vampires. C'est captivant et ça peut faire un best-seller. Seulement, il y a un hic.